La situation, c'est que au début, avant la guerre, tous les Algériens ils voulaient l'indépendance en général, tout le monde. Et quand la guerre a commencé, en fait, les Français, l'armée française est arrivée et tuait des Algériens, personne ne disait rien. Parce que c'était normal, parce qu'ils sont révoltés parce qu'on n'avait pas de statut social, on n'avait rien, on était en Algérie, mais c'était les derniers de la charrette. On a le droit à rien. On a fait toutes les guerres, on a fait Verdun, d'ailleurs, j'ai fait le gymnase en 2021 à Verdun, et il était membres de ma famille qui sont morts là-bas. On a fait la Deuxième Guerre mondiale, on a fait l'Indochine, ma famille qui a fait l'Indochine, elle est morte il y a à peu près 6-7 ans à Chalon-sur-Marne. Il a fait toute l'Indochine, il a fait toute l'Algérie. Donc les Algériens, ils sont français en fait. Mais oralement, on est français. Pour faire la guerre, on est français. Mais pour avoir des statuts sociaux, on ne les a pas. On les a pas. Donc les Algériens, ils ont manifesté comme les gilets jaunes, comme les chauffeurs d'aujourd'hui en Algérie. Et malheureusement, les partis syndicales de l'époque, les FLN, c'était l'extrême droite. Donc ils sont passés devant, ils ont commencé à tuer, d'abord chez les musulmans, tous les gardes champêtres, tous les fonctionnaires, tout ce qui touche à l'administration. Aux citoyennetés françaises, il faut les éliminer. Et c'est là que les gens ils ont commencé à réfléchir, à dire mais attends, parce que tu dis un mot de Prévert, un mot de trop parce que tu le pensais, de suite tu es égorgé d'office. Il n'y a pas de témoin ni rien, hein. On vient te chercher, tu es égorgé, on n'en parle plus. Ça, j'ai des gens que j'ai vus, y compris même des femmes. J'ai ramassé la chair d'une dame de chez nous qu'ils ont tuée, qu'ils ont enterrée chez nous. Un jour avec ma mère, on est allé ramasser des carreaux, mais j'ai ramassé un morceau de chair. J'ai dit à ma mère, mais c'est pas des carreaux, ça, c'est pas. Il m'a dit, fais voir. On sait qu'ils ont tué une femme. Il s'est retourné, il y avait le ceinturon en laine que les Kabyles portaient. En fait, les chacals, je ne sais pas qui, ils l'ont détiré. Il m'a dit, jette tout ça. On a tout jeté, on a laissé les sacs là-bas, on est rentré. Donc, c'est de là que les gens, ils ont dit, mais c'est pas normal quand même. Et compris dans ma famille, tu es tombé dans ce piège, il y en a un ou quelqu'un qui les a dénoncés. Un soir, ils sont arrivés, c'était au mois de décembre 56. Hein. Mon père, il était en train de manger avec nous, ils l'ont pris. Il a dit où on va. Ils ont dit, ben, on va y aller, on va faire une réunion en bas, je ne sais pas quoi. Il est parti. Nous, on attendait toute la nuit, il n'est pas rentré. Le matin, je me suis réveillé, ma mère me dit, ton père, il n'est pas rentré. Mais qu'est-ce qu'il se fait? Et comme on décide, j'avais en 56, j'avais à peine 15 ans. Et j'ai fait tous les croisements de route, tous les parcours, parce que quand tu tues quelqu'un, il l'expose le matin, il le coupe en morceaux. C'est pour faire la terreur à des populations. Et je ne l'ai pas trouvé. Et je suis allé voir chez mon oncle, ma tante m'a dit, mais ton oncle, ils l'ont amené. Et avec ton cousin le Kdar. Ah bon, ça fait 3. Eh ben, elle a compris qu'il m'a dit, ils sont morts. Elle m'a dit, ils les ont emmenés, ils les ont égorgés. Et c'était vers 4 heures de l'après-midi qu'on a eu des échos. À 24 km de ça, il y avait une caserne des chasseurs alpins. Ils sont sauvés à 3 heures du matin, ils l'ont enterré dessus, mais ils ne les ont pas touchés parce qu'il faisait vraiment nuit, noir. Et ils sont réfugiés là-bas. Et vers 5h30 du soir, on les voyait arriver avec les chasseurs alpins, ils sont venus les chercher. Et c'est le lendemain qu'il y en avait 8 de ma famille qui ont pris les armes pour se défendre, y compris le papa de Mohamed. J'ai amené la photo où il était petit, de 8 mois. Non, plus quand même, il doit avoir à peu près 1 an. Il était dans les bras de son père. Et ils étaient 4. C'était en 56.
Et donc, après, bon, son père, il était décédé parce qu'il a pris, il a demandé la permission parce que les chasseurs alpins, après, ils sont partis, ils étaient remplacés par une autre ouais, régiment des Sénégalais. Les tirailleurs sénégalais. Les tirailleurs sénégalais, donc ils n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas le même, la mentalité que les chasseurs alpins. Les chasseurs alpins, c'était des Français, c'est des appelés, c'est des gens, en fait. Donc il a voulu rejoindre le capitaine qui s'appelait le capitaine Minuit à l'époque. Et il a dû demander les renseignements à quelqu'un au coin, et il s'est fait ramasser sur la route et ils l'ont tué. Il est disparu comme ça, mais c'est qu'ils l'ont tué. Ouais. Et mon père, il est mort en 58, et en 59, c'est là que je suis parti. Il y avait un officier qui est monté là-bas, dans les montagnes, et là-bas, il y avait, on y était dans une caserne, hein, dans un petit village, la petite Kabylie, là, qui s'appelait Taoudir. Et donc je suis parti avec lui. Et c'est là que je me suis engagé, c'était en 59. Je suis resté à la SAS quand De Gaulle est venu à Bougie, c'est moi qui lui ai présenté les armes à l'entrée de la caserne à la préfecture de Bougie. Mais en fait, nous, à la SAS, on a fait toutes les métiers du monde, on a escorté les officiels. Moi, je suis resté un an gardien à l'entrée de la préfecture de Bougie. C'est nous qui faisions le défilé du 14 juillet à cheval, parce que c'était des dérivés d'Espagnol en fait. On avait tous les équipements comme les Espagnols, on avait le calot rouge. Il y a une chose qui nous différencie, c'est les boutons, et eux ils ont 2 boutons, nous on ne les avait pas. Mais on avait 22 chevaux. Et donc on a fait tous les métiers quand il y a des bons à distribuer pour les gens, parce que il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Donc c'est chez nous qu'ils viennent les chercher. Quand les militaires viennent agresser tous les villages autour, ils viennent chercher le capitaine Faudeux à l'époque, la SAS, et ils les appellent pour les calmer un peu, pour les défendre un peu, parce qu'ils sont toujours agressés. Et donc après, quand il y a eu cessez-le-feu, et c'est nous qui étions désarmés les derniers. Et la prise des armes avec les armes qui nous a désarmés, c'était pour De Gaulle. Et bien malheureusement, quand on allait partir, parce que le capitaine qu'on avait, c'était quelqu'un vraiment super. Hein. Et il nous a toujours dit, on va tous rentrer en métropole, quand on arrivera là-bas, ils feront de nous ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont déjà reçu le courrier qu'ils étaient menacés. Alors, quand on allait partir, on est arrivé à Bougie, mais avant de partir, il y en a un qui était sympa, il est venu quand même l'avertir, il a dit on va vous attaquer, je ne vous laisse pas partir. Donc il a fait venir 2 blindés, un devant et un derrière, il y avait le combat militaire qui nous a amenés jusqu'à Bougie, et ils nous ont suivis. Tu veux dire le FLN? Oui. Et c'est celui qui nous a suivis, il s'appelait Debouze Saïd, c'est lui qui était venu chercher mon père. Et Caïd de Toudja, c'est lui qui l'a tué, c'est son nom, qu'il a tué son nom. Oui. Et donc quand on est arrivé, on s'est aligné, on est descendu des camions pour monter dans le bateau. Et le capitaine, il est parti, nous on ne savait pas. Mais en fait, c'était le préfet qui est descendu, lui qu'on a protégé tout pendant des années. Il a dit, j'ai reçu l'ordre de ne pas vous embarquer. Et donc il a dit, il est impossible, il a dit, de les laisser tomber. Il a dit, je leur ai promis qu'on va tous rentrer. Maintenant, si vous nous empêchez de monter dans le bateau, je reste, on va tous mourir alors. Et à un moment donné, il a vu qu'il n'avait rien à faire avec le capitaine, il a tourné les talons et il est parti. Il a dit, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Il est parti. C'est le préfet qui a dit ça. Oui, et ça c'est le capitaine Robert Lachaume qui me l'a dit parce qu'il y était. Il m'a tout raconté. Le capitaine qui a dit ça, c'est Aiguepart, c'est ça? Oui. Alors Aiguepart, c'est l'un des officiers à qui Agir a rendu hommage à Mende.
Le 1er juin de mémoire. Oui. Quand il t'a dit j'ai rien entendu, ça veut dire que vous avez passé. Et oui, parce qu'il a vu qu'il n'y avait rien à faire, c'est le capitaine qui a raison, parce que quand on dit c'est blanc, c'est blanc. Donc il lui a fait comprendre qu'on était des Français, qu'on a défendu Et donc il la a patrie. autorisé Il a dit je ne les laisse pas tomber. Ouais. C'est la détermination du capitaine Oui, Aguepars c'est- qui a fait que le préfet a cédé. Voilà, voilà. Donc il a vu plutôt qu'il n'y avait ça, rien à faire. Je pense qu'il a trois. Ouais. Je veux laver maintenant. Voilà. Donc il a dit j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Ouais. Il est parti, le capitaine il est revenu. Je l'ai entendu de loin. Hein. Il criait, parce qu'il avait les nerfs, il était énervé. Mais nous on ne savait pas ce qui s'est passé. Hein. Et on embarque, il est arrivé, on a monté tous dans le bateau. Il nous a accompagnés jusqu'à Millau. Les camions de Camp de Larzac qui sont descendus, c'est des tirailleurs marocains. Il nous a fait monter dans le camion, il est parti, je ne l'ai jamais revu. Et c'est avec Daniel Abou-Olivier, un jour je l'ai rencontré, je lui ai parlé, j'ai dit j'aimerais bien le retrouver. Il m'a dit écoute, je vais chercher, je crois que c'est dans les années Daniel 80 par Abou-Olivier, là. pour ceux qui ne le connaissent pas, a été longtemps président des SAS, Ouais, de l'association des SAS. ouais, Et ça, c'est les sections administratives spécialisées. ouais. Toujours. Et donc il a cherché, Les SAS ont cherché. été dissous, logiquement. Un jour, il L'association m'a n'existe appelé, il m'a dit, ton capitaine, je l'ai retrouvé, mais mort. Il m'a dit, il est décédé en 97, il est enterré au cimetière de la Napoule à Mandelieu. Donc, et comme la Chaumet m'a tout raconté, j'ai dit, écoute, on va lui rendre hommage. Et j'ai appelé le maire de Mandelieu avec Saïd Mirati à l'époque. À l'époque, on avait Agir 13, c'est là qu'on a créé Agir 13, c'était en 2004, 2003. Et c'est moi qui étais président d'Agir 13 à l'époque. Et donc le maire de Mandelieu, il nous a organisé des chapiteaux au parking là-bas. On a fait une plaque qui s'appelait Agir. Et on était allé lui rendre hommage. Il y avait Hanchaoui, il y avait, comment il s'appelle, Gilles Bounier, il y avait beaucoup qui sont descendus de Paris, de partout. Hein. On a fait une belle cérémonie pour lui. C'est très important parce que dans ceux qui ont sauvé des harkis, vous verrez, on a apporté un certain nombre de livres qui s'appellent justement Qui a sauvé des harkis, qui reprend les actes du colloque. Justement, Et ce que je trouve vraiment touchant dans ton histoire et avec le capitaine Aguepars, c'est que c'est quelqu'un, comme il dit, il a fait ce qu'il avait à faire jusqu'au bout, prêt à mourir avec eux. Il les amène jusqu'au Larzac, on n'en entend plus parler. Et qui fait partie de ces anonymes voilà, qui ont fait ce qu'ils croyaient devoir faire. Et puis voilà. Et que grâce à eux, on est là. Ah bah, moi très directement, parce que Kader le sait bien, mon papa l'a dit, il était mort quand la fin de la guerre, il était déjà mort. Et mon beau-frère était dans une autre unité que Kader. Et l'unité de mon beau-frère, par contre, l'officier ne voulait rapatrier personne. Et c'est grâce à Kader et grâce au capitaine Aguepars que ma famille a été rapatriée. et je vais raconter un peu l'histoire justement de mon oncle. Mon oncle, donc, il était toujours dans le poste qu'on avait depuis 56. Hein, et il était blessé, il était à l'hôpital de Sétif. Et quand il est sorti, la caserne, ils sont déjà partis. Il n'y avait personne. Et l'officier avec qui il était à Bougie. Et il m'a dit, je vais aller le voir s'il peut me faire les papiers pour partir. J'ai dit, ben, écoute, je vais t'accompagner. Et on a pris un taxi, on était allé, regarde le destin comme ça marche des fois, c'est vrai, il faut croire. J'arrive là-bas, on rentre, c'est là où il y a le camp d'aviation. Avant d'arriver devant le bâtiment où il y avait la caserne, là, le taxi, il m'a dit, je te dépose là, et il y a
parce qu'il y avait un surveillant, un gardien, là. Il m'a dit, je reviens te chercher. Et j'ai demandé au surveillant, j'ai dit, est-ce que je ne me rappelle même plus de son nom, est-ce qu'on peut voir le lieutenant Intel? J'ai dit, parce que ça c'est mon nom qui était avec lui. Il m'a dit, attends. Il était allé le chercher, il nous a même pas fait rentrer au bureau. Il est sorti, un type il doit faire 1m90, et il était costaud. Hein. Et le capitaine, notre capitaine, là, il est arrivé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était venu faire là-bas. Et il nous a trouvés en train de lui parler à ce lieutenant-là. Et le capitaine, il est de taille, il est un peu comme moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire là? Je lui ai expliqué, j'ai dit, voilà, j'ai accompagné mon oncle, parce que j'ai dit, il ne peut pas rester là, s'il peut lui faire des papiers, à rentrer en France. Il a dit, oui, il commence à nous faire le moral, vous comprenez, mon capitaine, on n'a le droit que d'amener 5 personnes. Les 5 personnes, ils étaient au camp de l'Arzac avec nous, ils sont d'Archou là. Et à un moment donné, il a regardé comme ça. Il a dit, tu vois pas que tu es en train de les prendre pour des imbéciles. Il a dit, tu vois pas qu'ils sont des adultes. Il a dit, tu vois pas qu'ils sont en détresse, ils veulent partir. Il a dit, tu l'amènes ou tu l'amènes pas? Il a dit, ah mon capitaine, je peux pas l'amener. Il a regardé comme ça, des espèces de con. Il a dit, retourne derrière ton bureau. Je vous le jure comme ça. Excuse-moi, Kader. Il m'a regardé, il a Kader, retourné. s'il te plaît, à l'époque, tu parlais français? Non, pas bien. Il s'est retourné comme ça sur le côté gauche. Il m'a regardé. Il m'a fait comprendre, tu dois. Toi, tu ne peux pas lui dire, mais moi, je lui ai dit que tu es un con. Ah, je vous le jure. Il était adorable, ce capitaine. C'est quelqu'un exceptionnel. Il n'avait pas d'enfant, c'est malheureux. Hein. Et donc il m'a dit, monte dans la voiture. Il avait un gros chien noir, il est sur la photo avec lui. Il m'a dit, monte dans la voiture, et quand tu arrives là-bas, va voir Robert. Il m'a dit, il va le faire ses papiers à ton nom, qu'il amène qui il veut. J'ai dit, mon capitaine, j'ai dit, j'ai le taxi qui revient me chercher. Il m'a dit, tu ne peux pas me le dire avant. J'ai dit, je ne savais pas que vous alliez venir. Et oui, donc il m'a dit, allez, ne reste pas là, va là-bas. Et je suis parti, j'ai vu qu'il a continué à lui parler, je ne sais pas ce qu'il a dit après. Donc on est parti comme ça. Et il n'y avait pas que mon oncle. Il y avait des gens des commandos, il y avait des chasseurs alpins, il y avait de tous les harkis qui veulent rentrer en France à l'époque de la région, qui ne sont pas avec nous dans les SAS, ils sont partis, ils sont venus. Tous ceux qui sont restés là-bas, c'est parce qu'ils voulaient rester là-bas. En tout, entre enfants et adultes, les hommes et les femmes, on était 197. Il a dit Robert à Normandie quand on l'a vu. Et ce Robert, il est décédé juste après notre voyage là-bas, le 3 mars. Le 2 mars. Alors, Robert Christian, il était avec nous en Normandie, c'est sa femme Oui. qui faisait le guide. Voilà. Ah, oui. Oui, c'est lui. Il était sous-lieutenant à l'époque. Oui, Il était avec nous. Et c'est lui qui était avant eux, il s'appelait, à l'époque il était lieutenant, il s'appelait Rocal, il est toujours vivant, il est à Grenoble. Et il était, quand le capitaine il est rentré express, il était à Grenoble, ils étaient tous les deux à Grenoble. Il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit. Il m'a dit, il n'a jamais parlé. Oui, c'est ça. Il m'a dit, effectivement, il m'a dit, j'y étais. Il m'a dit, ils l'ont mis pendant 3 mois au piquet, sans solde, sans rien, ils l'ont ignoré. Et il m'a dit, j'y étais. Il m'a dit, je l'ai vu. Merci pour ce témoignage, Kader. Ouais, merci.